Et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour de table. Le podcast vient d'être fraîchement renommé, Mohamed. Je sais pas si tu le savais avant, mais on avait un nom à rallonge. Comment Non, lever des fonds avec sa startup en France. Donc j'ai dit, bon, ok, on va faire un truc plus simple. Donc c'est Tour de table maintenant. super. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Du coup, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu viens c'est frais de 2024, si je dis pas de bêtises, monter un nouveau fonds d'investissement qui s'appelle Ternel. Exactement, annoncé fin avril, le 25 avril précisément. Et ça fait quelques temps qu'on y travaille. Donc c'est l'ex-Maïf Avenir qui prend son indépendance, son autonomie et qui se renomme Ternel. Ok, ben félicitations, parce que Merci. les entrepreneurs le savent pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais monter un fonds d'investissement, c'est plus dur que lever des fonds avec sa boîte. Donc Je confirme. Je confirme, on a les mêmes enjeux que les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il faut convaincre effectivement sur la proposition de valeur. On a les mêmes questions. Différenciation, équipe, votre marché, comment vous accompagnez les startups, comment vous délivrez de la performance. Globalement, on se fait challenger au même titre que les VC challenge les entrepreneurs. On a le droit au même type de questions à un autre niveau par les LP. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris notre petit bâton de pèlerin. Alors, on a eu à convaincre un LP, en particulier, c'est Maïf, de nous faire confiance pour continuer l'aventure. Et maintenant, on prend notre bâton de pèlerin pour convaincre d'autres investisseurs institutionnels et privés, des entrepreneurs qui peuvent se reconnaître dans notre démarche. Et donc, on est dans la même logique que les entrepreneurs qu'on accompagne, avec une vraie logique entrepreneuriale. Et on ok, investit aussi nous-mêmes, on prend des risques, on en parlera, j'imagine. bah ça ça c'est un truc que je note. Je vais te poser la question après. On va parler chiffres du coup. Donc aujourd'hui, donc c'est le premier véhicule de Ternel. Tu m'as dit que c'était un fonds Ouais. d'avant qui avait été modifié. On va juste parler un peu des chiffres et après on viendra sur ton passé. Tu as un peu ta thèse et puis après tu nous expliqueras pourquoi tu es les meilleurs pour défendre cette thèse-là. Donc Maïf a investi, si je dis pas de bêtises, j'avais vu passer ses 150 millions d'euros, c'est ça? Exactement. Et donc 150 millions d'euros. Ouais, tout à fait, vas-y. c'est un véhicule que tu dois déployer sur combien d'années? Et c'est quoi les tickets, les critères, un peu la thèse de ton fonds? Yep. Alors, on a 150 millions sous gestion qui nous sont confiés par Maïf. Une partie de ces fonds sous gestion sont déjà déployés dans des startups qu'on accompagnait, mais sous une autre forme, une autre organisation. Je parlais de Maïf Avenir, c'était le nom précédent. On a 28 sociétés qu'on accompagne déjà, donc on continuera de les accompagner avec un nouveau format. Et on a une capacité d'investissement qui nous permet d'investir encore sur de nouvelles sociétés jusque mi-2026. Ok. On a pas loin de 50 millions d'euros pour investir jusque mi-2026 et se garder des réserves, puisque tu l'as en tête. Un fonds d'investissement se garde des réserves encore plus dans le VC early stage, comme ce qu'on pratique nous. Et donc, il faut se garder des réserves pour accompagner sur les tours de table successifs, souvent dans une logique plutôt positive. Et puis, de temps en temps, on accompagne aussi des entrepreneurs qui sont dans des situations un peu plus défensives. Et c'est aussi le rôle du VC que de se garder des réserves. Donc 150 millions d'euros, capacité encore à déployer 50 millions d'euros, et puis on en parlera, projet de levée de fonds pour continuer notre activité et pour aller encore plus loin sur notre thèse d'investissement impact Ok. que j'aurai l'occasion de te décrire. 50 000, c'est intéressant, tu vois, c'est cet ordre de grandeur. 50 millions que tu dois investir en 2 ans, donc dans des nouveaux entrants, et tu gardes le double pour suivre les bons dossiers, entre guillemets, ou enfin, les dossiers où. Et alors, c'est parce que tu vois, c'est le terme bon et j'aime pas trop, tu vois, mais en tout cas, les dossiers où vous voulez remettre au pot, soit le tour de table d'après, soit où tu dis au contraire pour faire un bridge, c'est-à-dire pour combler parce qu'il y a un moment de creux et qu'il faut maintenir en vie. Alors, plus précisément, sur les 50 millions d'euros, il y aura aussi un peu de Ok, refinancement sur les sociétés sur lesquelles on a déjà investi. Mais ta d'accord. question est hyper intéressante, c'est combien un fonds se garde en règle générale. Nous, la pratique sur les sociétés qu'on accompagne, on ne fait pas du pré-seed en tant que tel, on commence à partir du seed. Ok, Donc on garde à peu près l'équivalent, donc on a 50% sur du primo-investissement, on garde l'équivalent pour du follow-on. ok, Puisque dans le VC, il faut l'avoir en tête, toutes les sociétés ne sont pas suivies derrière sur les tours de table suivants. Il y en a certaines qui se plantent, il y en a eh oui, certaines qui sortent du portefeuille avant. Et puis, un bon investisseur, c'est celui qui aura réussi à maintenir son exposition sur les belles lignes et à pouvoir les suivre. Mais voilà, pour prendre quelques belles histoires, d'investir en pré-seed, en seed et d'accompagner jusque la série C,
Ça, c'est l'idéal. On commence avec un ticket d'1 à 2 millions d'euros et puis on monte progressivement. Ok, ah oui, donc ce que j'allais te demander, donc seed pour toi, c'est que tu mets un ticket d'1 million d'euros et ton objectif c'est de follow on, en tout cas de rester à la cap table jusqu'à la série C ou D, où là tu vas revendre tes parts pour les gros entrants qui eux se préparent à aller vers l'IPO. C'est une sortie possible qu'on a connue dans les belles années. De plus en plus, on en parlera effectivement, l'un des enjeux des VC, c'est d'aller trouver la liquidité. Donc on travaille les sociétés aussi qui commencent à être rentables post-série A+, série B, de plus en plus, avec une trajectoire plus éligible au private equity. Donc ça devient une porte de sortie intéressante aussi pour nos startups. Et puis on travaille aussi des sorties stratégiques, exit avec des corporates, avec des entreprises qui pourraient être intéressées à la fois par l'attraction de nos startups, par une valeur technologique, par un portefeuille client. Ça aussi, ça reste une sortie visée par le VC. Et puis l'IPO, j'en parle moins en Europe, en tout cas en France. Ouais. On a moins ce cas d'école, même si on commence à parler de certaines licornes et de leur capacité à s'introduire en bourse. Pour Donc en revenir fait, sur les tickets, 500 000, 5 millions d'euros. Seed ouais, série A. C'est notre focus, il est là. Et quand on est en seed, on est plutôt entre 500 000 et 2 millions. Quand on est en série A, on va plutôt investir des tickets qui vont être entre 2 et 5. Tout globalement plutôt avec des co-investisseurs, même si nous, on a une position de lead co-lead. Mais le marché fait que on va rechercher la complémentarité avec d'autres VC, on va chercher à mutualiser le risque. Et on constate ces dernières années que les tours de seed et série A sont en général bouclés par 2-3 investisseurs sur le tour de table. ok. Ah oui, alors que ça c'est intéressant pour les entrepreneurs qui sont néo, tu vois, dans la levée de fonds, qui nous écoutent là, qui viennent d'arriver. Il y a quelques années, c'était commun pour les VC d'être le mono-investisseur sur un tour. Quasiment, avec quelques Business petites gouttes, angel. voilà, des petites gouttes à côté, mais pas. Eux, ils mettaient 1 million et à côté, il y avait 100 000 mis par des amis et des angels, quoi. Maintenant, c'est très souvent, vous êtes 2, voire 3, voire plus VC sur les tours. Justement, vous diluez les risques comme ça, donc ça vous dérange plus de pas être lead, ou en tout cas, ou ça t'arrive de pas être lead sur un tour? Ça m'arrive de pas être lead sur un tour, sur alors, plusieurs cas de figure. Il nous arrive de regarder des séries B sur Ouais. lesquelles on a loupé la série A, on a pour tout un tas Mm. de raisons, on veut raccrocher le wagon et on a vraiment accroché avec la société. Ça nous semble pertinent d'intervenir, y compris en série B. À ce moment-là, compte tenu de notre capacité d'investissement, on est rarement lead si c'est le cas, si on rentre au niveau de la série B. Autre cas de figure, timing un peu décalé. On a loupé le coche en termes de timing. La série A est quasi bouclée. Et on va accepter de se mettre dans la roue d'un lead parce on veut en être pour des raisons stratégiques, parce qu'il y a un bon fit avec l'entrepreneur qui considère qu'on peut apporter de la complémentarité. En dehors de Ok. ces cas de figure, on aime bien, voilà, on souhaite creuser les sujets, on souhaite accompagner les entrepreneurs, ce qui nous positionne souvent en lead co-lead. Ok. C'est quoi la thèse alors de Ternel? C'est Ouais. quoi le focus? Est-ce que c'est un focus marché? Est-ce que c'est un focus fondateur? Est-ce que c'est un focus techno? Est-ce que c'est un focus business? C'est quoi Ah, cette thèse? c'est un peu tout ça, mais déjà je rappelle la mission de Ternel. Et Ternel, voilà, la dénomination Ternel est pas complètement innocente. On s'est appelé Ternel pour essayer de se projeter dans un temps long aussi. Donc Ternel, éternel. Ternel aussi, c'est parce qu'on a une conviction qu'on rentre dans un troisième temps de l'économie moderne telle qu'on la connaît. Le premier temps qui est celui de la consommation excessive de ressources. Le deuxième temps qui est celui de la prise de conscience. Je pense qu'on y est depuis quelques années, mais on a pris conscience, mais business as usual, on essaie de faire mieux les choses à la marge en réduisant des externalités négatives. Et le troisième temps, c'est celui de la réparation, de la reconstruction, de repenser des nouveaux modèles. C'est dans ce temps-là qu'on s'inscrit, d'où le rythme ternaire qu'on trouve aussi dans Ternel. Et nous, on a 3 volets dans nos thèses d'investissement. Notre conviction, c'est que la tech et l'innovation technologique peut se mettre et doit se mettre au service d'enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. On a 3 pans. On a un premier pan qui est celui de la restauration, la réparation de la planète, des écosystèmes au sens large, dans lequel on met les sujets de climate tech, de décarbonation, de préservation de la biodiversité, réduction des pollutions et traitement des déchets. Deuxième pan, c'est celui du capital humain et du bien-être, dans lequel on met santé et éducation en premier lieu. Et troisième pan, c'est un pan plus sociétal, dans lequel on a un focus au niveau de Ternel sur les sujets d'inclusivité, d'accessibilité, de diversité, qu'on adresse au travers de nos investissements.
Donc, Ok. trois gros pans, trois gros enjeux. Et nous, nos drivers, effectivement, ça va être un marché profond, des sociétés qui sont impact by design, qui se sont créées pour répondre à une problématique, à un pain point que je viens de lister. Capacité à passer à l'échelle, donc scalabilité, c'est nécessaire dans les business models qu'on cible. Corrélation recherchée entre la performance extra-financière et la performance financière. C'est important que les deux se nourrissent. En tout cas, c'est notre conviction forte. Et nous, on cherche à accompagner, à financer des équipes entrepreneuriales ambitieuses. Donc, un incentive fort sur les équipes entrepreneuriales qu'on a en face. On a souvent vu des cap tables qui le reflétaient pas complètement. Ça, c'est problématique pour nous. On est vraiment dans une logique où les entrepreneurs sont à bord, ils sont les capitaines du bateau. J'aime bien le terme que tu as employé, impact by design. Euh, je, je, je dis souvent que, tu vois, le slip français, euh, Ouais. à l'époque, c'était incroyable d'avoir des produits fabriqués en France. Maintenant, c'est un basique, en fait. Tu vois, genre, Mhm. ça, enfin, ça C'est devrait devenir un c'est basique. bien. C'est qu'ils ont réussi à faire bouger le marché aussi. Exactement. Et du coup, j'aime bien cette notion impact by design. Tu as dit aussi un marché profond. Ouais. J'aime pas les termes ambigus. Euh, c'est quoi un marché profond? Et en opposition à ça, je vais te donner un exemple que j'aime bien utiliser maintenant. C'est tu vois, des sociétés comme Uber ou Airbnb, elles ont fait grossir ces marchés-là. Mhm. Et du coup, Exactement. Bon comment point. tu vois? Ouais, c'est un super bon point. Je prends l'exemple d'une société qu'on accompagne depuis quelques années, que je connais depuis 2017, qui s'est créée au même moment que Back Market, sur le même segment, mais avec un business model différent. C'est Certideal, smartphone reconditionné. À l'époque, on regarde le marché. Le smartphone reconditionné, c'est encore tout petit. Ça représente, de mémoire, ça représentait moins de 10% de tout ce qui se vendait en téléphone sur le marché, en smartphone. Aujourd'hui, c'est un marché qui a grossi. Ok. Et c'est un marché qui a grossi. Ça doit, voilà, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais à l'époque, on était très largement en dessous du milliard. Souvent, on met le cut on Ouais. aime bien être sur un marché qui est au-delà du milliard. Euh, on était très largement en dessous. Mais en revanche, on avait une trajectoire sur la part du reconditionné qui commençait à vraiment exploser. Et clairement, les acteurs qui ont été financés par des VC qui ont cru à ce marché-là ont permis à ces sociétés-là de créer leur marché, de le développer. Back Market en l'occurrence, Certidil également. Et tu as parfaitement raison. C'est aussi notre rôle que de sentir que ce marché va croître et il va croître parce que ces startups-là vont pouvoir se développer et créer leur propre marché. Et comment tu fais pour tu vois, j'étais j'étais en live avec enfin j'ai discuté avec Mathieu Henry qu'on salue qui aide les entrepreneurs à lever des fonds à impact. Ouais, Si tu le connais pas, il faudrait que vous vous rencontriez. ouais, Et c'est une relation. Là. je ferai une mise en relation. Et du coup, on parlait ben, justement, tu vois, de ce côté-là j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais du coup, on parlait de ce sujet de la levée à impact Mhm. et j'ai perdu complètement ce que je voulais dire. C'est incroyable. Parler d'impact by design, de mémoire. Impact by design, le marché, pardon, voilà, la taille de marché, merci. Comment toi, tu es comment tu vérifies, parce que toute la thèse que tu m'as donnée, elle est ultra large. Oui, Et elle est très large. Elle est très large. Ouais, tu tout m'as à fait. l'air ultra brillant, mais tu peux pas connaître tous ces marchés-là, tu vois. Non, non, on ne connaît pas tous ces marchés. Le propre du VC, malgré tout, c'est aussi de se faire une conviction relativement vite, mais en s'entourant d'expertise, en se faisant une conviction aux côtés des entrepreneurs. Donc, on essaye malgré tout de faire un gros travail d'analyse de marché. On ne connaît pas tous ces marchés, on apprend à les connaître. Et après, ce qu'on cherche à valider, c'est le besoin, la matérialité du besoin, le fait que ce besoin se retrouve en tout cas de manière prégnante dans des zones géographiques ou dans des géographies qui nous permettent effectivement d'imaginer que ce marché puisse être suffisamment profond pour un développement ambitieux. Le deuxième élément, c'est la propension à payer. Qui paye On peut avoir un besoin, mais on n'a pas nécessairement une propension à payer. Mhm. Est-ce qu'il y a une maturité dans la propension à payer aussi des clients qui est quelque chose qu'on valide.
les drivers de ce marché, est-ce que ce marché est voué à croître, prendre un risque sur un marché plutôt mature, c'est quelque chose qu'on évite. En tout cas, lorsqu'on le fait, c'est parce qu'on pense que la société qu'on va accompagner apporte quelque chose de nouveau sur ce marché et va prendre des parts de marché. Donc c'est tous ces éléments-là, c'est taille de marché adressable, mais taille de marché adressable dans une vision qui est plutôt dynamique. Et aussi, on se pose toujours la question de la résilience. Est-ce que ce marché, il va pas être attaqué par une arrivée technologique forte au niveau de l'IA? Est-ce que l'IA peut révolutionner ce marché, en tout cas changer complètement ses drivers? Est-ce que le réglementaire va s'attaquer à ce marché s'il est soumis à la réglementation forte? euh, Voilà, c'est tous ces enjeux-là qu'on essaie de questionner. Je sais pas si je Ok. réponds à ta question, mais c'est assez, voilà. C'est pas Non, si non, facile que ça. En règle générale, on s'arrête à l'estimation de la taille du marché avec un truc qui est plutôt bien fait, en général par les cabinets de conseil en strat qui sont capables de faire du market sizing. Et on essaie de challenger, de voir un petit peu plus loin et d'échanger avec l'entrepreneur pour savoir s'il a la même vision que nous sur les drivers du marché. ok. Donc ouais, voilà, c'est ça que je voulais. On parle aux clients aussi, beaucoup. Ok, trop bien. Parce que du coup, c'est ça que je voulais aussi entendre, c'est un peu t'as besoin toi d'être convaincu tu vas aller chercher tes chiffres de ton côté, regarder s'il y a une tendance, tu vas te faire une conviction, tu vas regarder si ce que l'entrepreneur il pense et la manière dont il adresse, ça correspond à ce que toi tu penses, ou si même il a une meilleure vision que toi en fait. Il t'aide à comprendre le truc. On préfère, hein, mais bien sûr. Si à un moment donné j'ai une meilleure vision de marché que l'entrepreneur, ça va pas, quoi. On est d'accord. Ouais. Donc nous, c'est ce qu'on va rechercher. Alors, en général, on cherche en fait dès le départ, on a un entrepreneur qui doit porter une conviction forte. En général, il portait en partie sur le marché, sur sa capacité à répondre à un besoin. Et s'il n'y a pas cette conviction, de toute façon, il y a pas de deal possible, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de levée de fonds possible. Ce prérequis-là, s'il est établi, derrière, c'est à nous d'essayer de se bâtir une conviction, de rattraper les quelques années de conviction construite par l'entrepreneur et d'essayer d'embarquer avec lui. On fait tout ce travail-là pour ensuite être dans une posture, on est en capacité d'accompagner, d'acheter sa conviction et de l'accompagner. Mais à aucun moment, effectivement, c'est nous qui allons pousser l'entrepreneur si la conviction n'y est pas. Ça, pour le coup, ouais. On est d'accord. Mais c'est vrai que tu vois, souvent, ça, c'est une erreur. Moi, je m'en rends compte maintenant. Tu vois, quand j'avais essayé de faire une série C, une série A avec ma boîte d'avant, euh, quand je rencontrais quelqu'un qui connaissait mieux le marché que moi, eh ben, le deal, il était perdu. Et finalement, je pensais bien connaître mon marché, mais en fait, on ne connaît jamais assez bien son marché, Mm. les acteurs en place, les machins, les levées, les mouvances. Et en fait, c'est quelque chose qui est négligé par les entrepreneurs. Je sais pas si toi tu remarques ça, parce on est occupé à construire notre produit, à trouver nos Ouais. clients, et on s'en fout de savoir quelle startup a levé des fonds ou est rentrée en bourse. Alors que en fait, ça serait hyper intéressant de savoir qu'il y a des gros groupes qui investissent dans des spaces qui sont liés à nous, parce que c'est comme ça qu'en fait c'est comme ça que tu passes du stade de PME à entreprise qui scale up et tu vois et qui va lever des. Je suis 100% d'accord, 100% d'accord avec ce que tu dis. Alors, c'est sûr, on peut pas connaître son marché par cœur. En revanche, ce qui est rassurant pour un VC lors d'un pitch avec un entrepreneur, c'est qu'il a une bonne connaissance, du besoin de ses clients, de son environnement concurrentiel. Et si derrière, il y a une conviction forte sur le fait que lui, il apporte quelque chose de suffisamment différenciant et une valeur ajoutée qu'il porte au travers de sa vision, au travers de son exécution, c'est ça qu'on attend de lui. Globalement, l'un des travers qu'on a, c'est d'imaginer qu'on est seul sur son marché. On n'est jamais seul sur un marché. Tu l'as dit, on a tendance à négliger des acteurs plus traditionnels type PME quand on est une start-up et à vite les évacuer en considérant que c'est pas notre marché. Ça, c'est une erreur classique dans le monde start-up, c'est d'imaginer que avant les start-up, globalement, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est, on peut le voir à la marge, mais ouais, ça existe. Et après, c'est une méconnaissance aussi de temps en temps, plutôt sur les phases précides, des attentes des clients et de la propension à payer. Ça peut arriver. Voilà, c'est des éléments qu'on peut noter de temps en temps. Il faut parler aux clients et éventuellement parler aussi aux concurrents et bien connaître effectivement leurs propositions de valeur, construire des barrières à l'entrée qui sont suffisamment fortes. Alors, barrière à l'entrée, c'est un grand mot. Ouais. La barrière à l'entrée, c'est voilà, c'est la capacité
à démontrer qu'on a une valeur ajoutée, à l'exécuter et à garder cet avantage sur le long terme. Comment les entrepreneurs qui lèvent des fonds, ils prennent contact avec toi, avec le fonds? Est-ce que vous prenez que des mises en relation via des gens que vous connaissez? Est-ce que les gens ils t'envoient un mail à toi en direct ou sur LinkedIn ou via votre site? Comment est-ce que la prise de Alors, contact se fait? de tout. Globalement, on a une approche aussi qui est de faire du sourcing proactif, c'est-à-dire qu'on contacte des entrepreneurs Ok. identifiés sur les verticales qu'on a ciblées. Ça, on fait systématiquement. Quand voilà, on a une watchlist de quelques centaines de startups qui sont dans notre liste, qu'on contacte au fur et à mesure. Tu leur dis qu'ils sont dans la watchlist? On leur dit pas, on leur dit qu'on a que leur marché. On leur dit indirectement, on leur dit vous êtes dans un marché qui nous intéresse. Il nous semble que ça peut présenter un intérêt pour nous d'échanger, de faire connaissance. Euh, on a vu des boîtes dans votre secteur et en tout cas c'est un secteur sur lequel on valide qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Voilà, on voudrait savoir où vous en êtes. En général, ça commence comme ça et puis on creuse un petit peu et on voit si on arrive au bon moment. Si on n'arrive pas au bon moment, ben, ça permet de garder un contact. Et ça, je pense que tous les VC, en tout cas ceux qui sont établis depuis un moment, travaillent les relations sur le long terme en voyant les sociétés assez tôt. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a aussi des introductions qualifiées par notre écosystème. Les entrepreneurs de portefeuille sont des super ambassadeurs pour nous. Euh, que ce soit du portefeuille actif ou des exits. On Encore mieux a les exits. c'est encore mieux les exits. Ouais. Les leveurs de fonds, même si voilà, on a un marché qui est de moins en moins intermédiaire, malgré tout, ça reste aussi une source intéressante. Euh, Plus globalement, des business angels avec qui on a eu l'habitude de co-investir, qui nous envoient des sujets. Ok. Je parlais tout à l'heure des co-investissements avec d'autres VC, c'est aussi une source importante d'opportunités d'investissement. Ah ben Et oui, puis vous après, envoyez. on est sollicité en direct aussi. On est sollicité en direct, on est très présent sur les salons. Voilà. Ensuite, ça fonctionne comme ça. Dans le fond, vous êtes combien de personnes? On est 8 dans l'équipe, Ok. 8 C'est investisseurs, 8 investisseurs uniquement. Ouais. ok. Et on bénéficie aujourd'hui effectivement des fonctions transverses et supports. Dans l'annonce de Ternel, tu as dû voir effectivement qu'on s'associe à une société de gestion qui s'appelle Capital Croissance, qui est une plateforme d'investissement qui fait Ok. autre chose que du VC également. Ils font du LBO mid et small cap. Et on mutualise la plateforme d'investissement, donc à savoir middle, back office, mais également des fonctions d'accompagnement des entreprises du portefeuille, des operating partners, des personnes mobilisées autour de la performance extra-financière, ESG Impact. Donc c'est tout ça qu'on va chercher aussi au travers de cette association. Ok. Sur les décisions d'investissement, Ouais. qui a le dernier mot? Est-ce qu'il y a que toi ou tu as d'autres associés qui peuvent avoir le dernier mot? On est 5 au comité d'investissement, donc 4 personnes de l'équipe, plutôt les profils les plus expérimentés de l'équipe. On a également le président fondateur de Capital Croissance, qui est là, qui nous apporte une vision qui vient plutôt du monde du capital développement LBO. Et en toute transparence, les décisions sont prises à l'unanimité moins une voix. Unanimité moins une voix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un peut exprimer un désaccord, ça ne pète pas un deal. Ok. 2 qui expriment un désaccord, ça pète le deal. Ok. Sur 5. Donc, on cherche un consensus, mais pas une unanimité. Ok. Histoire que vous puissiez le reprocher à tous si jamais ça marche pas. Exactement. Ça engage tout le monde. Ça engage tout le monde, y compris la personne qui a émis un avis négatif. C'est très rare que cette personne lève la main 2 ans plus tard en disant, moi, je vous l'avais dit, Oui. après un embarqué. Bah, de Très toute peu. façon, si jamais, même si tu savais les deals qui avaient marché, enfin, personne Exactement. ne peut savoir. Ouais, et ça, pour le coup, dans la culture d'ici, c'est beaucoup plus accepté que sur des classes d'actifs plus matures, Ouais. plus analytiques, beaucoup plus accepté dans le VC que une prise de risque, une part de risque importante. Sur ces décisions, du coup, c'est une nouvelle question que j'ai encore posée à personne. Tu vois, tu vas être le premier là. Enfin, que j'ai posé à aucun investisseur, mais aucun entrepreneur non plus. Ça a été dans les entrepreneurs dans lesquels vous avez investi. C'est qui l'entrepreneur? Enfin, c'est quoi celui que vous connaissiez depuis le plus longtemps? Pas son nom, mais depuis combien de temps vous le connaissiez, Mhm. alors que vous l'avez rencontré? Le plus long et le plus court. Oui.
Alors, le Pour plus comprendre un long, peu, tu vois, ce processus ouais. dont tu parlais de, tu vas chercher des boîtes pour apprendre à les connaître, et tu vois, pour que les gens ils matérialisent un peu, tu vois. Alors, le plus long, tu vois, c'est même une histoire où j'ai connu l'entrepreneur avant qu'il monte sa boîte. C'est pour te dire. Donc, petite histoire. Donc là, je parle de RiseUp, une société qui est un learning management system fondée Ok. par deux frères, Arnaud et Guillaume Blachon. Super boîte, c'est un carton cette boîte. Euh, Petite histoire, c'est que dans mon expérience précédente, il y a très longtemps que j'ai commencé l'investissement, ces deux frères étaient deux super salariés d'une boîte que j'avais financée, quasiment mon premier deal dans le milieu. On Ok. est en 2008. On fait un bel exit sur cette boîte-là. Eux sont tout petits actionnaires sous forme de BSPCE, etc. Et clairement, c'était des talents importants dans l'histoire. Et quelques temps plus tard, donc la boîte est vendue à un corporate. Quelques temps plus tard, après l'intégration au sein du corporate, ils repartent pour une aventure entrepreneuriale. Et on garde le contact. Et c'est à ce moment-là que je commence à les voir. Ils montent leur société qui à l'époque s'appelait Upgraduate dans la formation professionnelle. Et ils commencent à me tester sur le pitch, sur le deck, là en mode plutôt conseil. Parce qu'ils te connaissaient d'avant, ouais. Voilà, on me connaissait d'avant, on tape la balle. Ils font leur premier tour seed avec un fonds impact qui s'appelle Impact Partner. Et sur la série A, ils me sollicitent. J'ai basculé à ce moment-là, je suis chez Maïf Avenir, ex-Maïf Avenir Ternel. Et on fait la série A à ce moment-là. Et c'était en 2020, si je ne me trompe pas, Donc 12 2019. ans. Donc 10 ans après la première prise de contact, où je les avais vus hyper bons et hyper forts, très complémentaires les deux frères, un plutôt Ok. commercial, l'autre plutôt technique. Les deux techniques derrière, les deux ont un background ingénieur en informatique, mais l'un plutôt plus commercial que l'autre. Et super histoire. Et aujourd'hui, voilà, la boîte cartonne, elle a un scope européen. On a fait une série B annoncée à 30 millions d'euros avec Connected, un fonds hollandais. On a annoncé quelques build-up ces derniers mois. Donc la société a passé le stade série B+, slash C. Ok, donc je trouve que on, à chaque fois on dit aux gens le réseau, le réseau, le réseau, le réseau. Ben là au moins c'est matérialisé quoi. Ça faisait 10 ans que tu les connaissais ces mecs-là, tu les as vus évoluer, tu les as vus faire des choses, tu les as vus entreprendre, tu connaissais leurs valeurs. Donc les décisions d'investissement, elle a été ultra simple. En plus, tu as suivi euh, Mm. le, la début et l'évolution de leur boîte. Donc tu vois, j'imagine que la décision d'investissement, elle devait être. Tu t'es déjà forgé un peu une opinion. Enfin, il y a plein de choses qui aident quoi. Et le Ouais. plus court du coup? Alors le plus court, je réfléchis, le plus court, au sein de Ternel, alors donne-moi 2 minutes. Ça devait être un process très concurrentiel sur lequel on a dû se positionner très vite. Je ne vais pas te dire de bêtises. En règle générale, il se passe quand même minimum 3 4 mois. Ok. Et le plus court, ça va être des process un peu plus classiques où on va faire connaissance avec un entrepreneur au moment de sa levée de fonds. Euh, et entre le premier rendez-vous et le débouclage, quand on va très vite, il va se passer 2 mois. Euh, Classiquement, c'est 4 5 mois. Ok. Mais on sait qu'on va bosser ensemble assez vite en règle générale. Ok. Et du coup, ces gens-là, généralement, sur ces temps assez courts, j'imagine que ça doit être des deals qui te sont amenés par d'autres fonds qui, eux, les connaissent depuis plus longtemps. Ou alors, il y a beaucoup d'éléments qui font que tu Oui, vas chercher. ou pas nécessairement, mais il y a des marqueurs qui font que ils ont un track record, ou effectivement, comme tu le dis, certains fonds qui te les recommandent, ou tu fais tes ref calls et tu constates effectivement des bons entrepreneurs en face. Ça peut arriver aussi, et c'est vraiment un sujet qu'on doit muscler, je pense, au niveau globalement du VC. On essaie tous de le faire à notre échelle, mais c'est cet assessment d'entrepreneur, c'est le truc, personne n'a trouvé la martingale réellement pour avoir un bon assessment d'entrepreneur. C'est quoi le bon entrepreneur? Comment identifier les caractéristiques qui font un bon entrepreneur? Sa résilience, sa capacité à s'adapter, sa vision, la manière de manager. C'est pas évident. Tout ça, faut réussir à le juger en quelques semaines. Ben, en fait, tu vois, c'est ce que tu viens de dire qui est pas évident. Comment tu peux jauger quelqu'un sur quelques rendez-vous en quelques semaines? C'est compliqué. Tu vois, dans sa capacité, alors que je reprends l'exemple de ces deux frères, je trouve qu'il est génial. Ça fait 10 ans que tu les vois bosser. Alors tu les Ouais. vois peut-être pas toutes les semaines,
mais euh, tu vois les galères qu'ils ont eues, tu vois ce qu'ils ont dans le bid, comment ils ont réagi à certaines choses, à certains trucs. Enfin, tu vois, c'est ça. Je trouve que euh, moi, ce que je trouve dommage, c'est que je vois beaucoup. Même moi, tu vois, je regrette de pas avoir euh, créé cette putain de newsletter d'investisseurs. Tu vois, d'avoir tous les investisseurs que je rencontrais, les avoir mis dans une newsletter et une fois par mois ou alors par trimestre, envoyer des news juste sur moi, sur la boîte et peut-être se régénérer d'école. Et puis de temps en temps leur dire ah, je cherche quelqu'un, je cherche une intro, générer, tu vois, parce que c'est ça qui. Est-ce que tu penses sincèrement euh, que tu aurais investi dans ces deux frères si jamais tu les avais rencontrés juste en 2-3 mois? Ah, ils avaient des super métriques, ils étaient drivés, mais j'aurais pas investi aussi vite, Ouais, en confiance. Si tu veux, plusieurs paramètres. Tu as l'humain, tu as le fait que ils ont réalisé ce qu'ils t'avaient présenté 2, 3 ans avant. Tu vois, c'est quand même, tu vois le BP se réaliser sur un temps suffisamment long. Tu vois comment il fonctionne, tu vois que c'est pas, on n'est pas face à des fous furieux, etc. Donc tu gagnes un temps monstrueux. Et ce que tu dis sur la newsletter, c'est intéressant. Je vois beaucoup d'entrepreneurs le faire plutôt bien, entretenir ce relationnel avec des VC sous forme de newsletter, sous forme de rencontres régulières. Je trouve que c'est une super pratique. Euh, Ça permet de créer un lien sur le long terme et surtout aussi de ne pas se louper côté entrepreneur sur avec qui tu veux t'associer aussi. Et aussi ça, on parle de VC qui choisit. L'entrepreneur, il est face à une décision qui est hyper importante. Euh, et ça permet de créer un vrai lien, de voir un peu comment l'investisseur réagit à un current trading qui n'est pas exactement celui que tu avais présenté, mais dès lors que tu joues la carte de la transparence, ça t'amène à voir un peu les réactions d'un investisseur en face. Est-ce qu'il est en capacité de se projeter au-delà de l'Excel que tu lui as envoyé un an avant et qui n'a pas été réalisé parce qu'il est rarement réalisé. ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça aussi. On en parle peu finalement du fait que parce que souvent on dit que c'est ceux qui sont sursouscrits ou ceux qui ont le plus gros réseau qui choisissent leurs investisseurs et les autres ils se battent pour en avoir. Mais en fait, il faut surtout choisir ses investisseurs pour éviter toutes ces mauvaises histoires qu'on entend. Je me souviens d'avoir vu passer dans les années 2016, 2018 tous les scandales qu'il y avait d'entrepreneurs qui criaient parce que les investisseurs s'étaient mal occupés d'eux. Et en fait, quand tu regardais un peu, ben, il y avait la faute des deux côtés. En fait, tu vois, c'est toujours quand il y a une relation qui se passe mal, il y a un moment donné, l'entrepreneur il a choisi à la va-vite alors qu'il savait déjà que tu vois, il s'offusque parce que l'investisseur veut vendre alors que c'est marqué sur son site internet. Tu vois que Ouais, ou voilà, qui refusait d'entendre à un moment donné un pitch. Alors nous, on fait des pitchs aux entrepreneurs, donc en amont au premier rendez-vous, mais aussi au moment où on remet une offre et on réexplique tous ces sujets-là. Alors maintenant, les entrepreneurs sont de plus en plus aguerris, mais on réexplique tous les termes et conditions, nos enjeux, le fait qu'on a besoin d'aller chercher liquidité, les conséquences en termes de gouvernance, pourquoi on a besoin d'instaurer certains vétos sur certaines décisions importantes liées au capital notamment. C'est pour protéger aussi les intérêts des investisseurs qui nous ont fait confiance. On explique tout ça, on explique comment on peut les accompagner aussi, puisque c'est la partie chiante, la partie juridique, mais c'est en quoi ça nous engage, nous, une fois qu'on a vendu quelque chose, une proposition de valeur, d'être aux côtés des entrepreneurs, quand ça va bien, quand ça va pas bien. On essaie d'expliquer tout ça pour éviter de créer des déceptions et trouver, nouer un partenariat qui se fasse en connaissance de cause, avec des droits et des devoirs. en continuant du coup sur la vie du fond et la vie de ton accompagnement avec une boîte, on va parler plutôt de la fin maintenant. Euh, Ouais. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Enfin, surtout, quand est-ce que ta relation, parce que toi, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu investis dans une boîte, ta relation, elle a une date limite, en fait. Tu sais qu'à un moment donné, elle va s'arrêter. Yes. Bonne, mauvaise manière, il peut se passer plein de choses. Euh, je rappelle cette fameuse règle que je pense tout le VC game utilise, le fameux 220, le 2-20. Donc ça, c'est la manière dont un fonds d'investissement gagne de l'argent et fonctionne. J'imagine que c'est le cas pour toi. Donc 2%, tu me corriges si je dis des bêtises. 2%, donc si, généralement sur le fonds que tu as levé, 150 millions.
Ouais. 2%, c'est le frais de fonctionnement. Je crois que c'est de manière annuelle ou c'est sur la totalité de la durée que tu as prévu de. Oui, schématiquement, c'est pendant la période d'investissement. Voilà, c'est ça. Ouais. 2% de la taille du fonds pendant les 50 périodes d'investissement. C'est exactement ça. Ça, c'est tous les frais de fonctionnement, les salaires, les bureaux, les voyages, le tout. Ouais. Et ensuite, le 20, le 20, ça, c'est le carried interest. Donc, Mhm. c'est-à-dire le moment où tu as mis 1 million, pour faire simple, ça va être plus simple, dans une boîte et qui était valorisée 10, elle est revendue 100. Donc, vous, Ouais. vous allez gagner 10. Je simplifie parce que je sais que c'est pas exactement comme ça. On va pas rentrer dans les détails parce que ça dépend. Ouais, ouais. Il y a des actions préférentielles, mais on va faire simple. Donc, toi, le fonds gagne 10. Sur ces 10, toi, tu rends 1 à l'investisseur. Et sur les Mhm. 9, sur ces 9, toi, tu gagnes 20. Enfin, Ternel, le fonds Ternel, gagne 20. Exactement. Juste un modulo, juste une petite précision. C'est pas en deal by deal, mais ce que tu décris là, c'est Ok. au niveau du fonds. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une moyenne de performance à la fin. Tu peux, pour faire ton 10 fois, effectivement, tu peux avoir des pots, mais avoir un 100 fois dedans. Donc ça, c'est première précision. Effectivement, c'est lié à un investissement de la part de l'équipe de gestion. Donc il y a une prise de risque en face de cette rémunération. Et comme tu viens très bien de l'expliquer, cette rémunération, ce carry interest, n'est touché qu'à partir de l'atteinte d'un certain multiple, ce qu'on appelle le hurdle rate, Ouais. qui est souvent exprimé en multiple ou en TRI. Voilà, s'il est en multiple, il est entre 6 et 8% par an. Si en TRI, il est entre 6 et 8% par an. S'il est en multiple, il est entre 1,25 et 1,3 fois la mise. En dessous, il n'y a pas de carry interest. Au-dessus, effectivement, c'est ce que tu décris avec un 80-20. 80% de la plus-value va aux investisseurs, 20% va à l'équipe de gestion. Et du coup, pour qu'on comprenne, parce que les gens, ils ont fait leur calcul, 150 millions, 2%, ils se disent, ah, mais du coup, ce que je voudrais rajouter, c'est là, pendant 2 ans, tu déploies cet argent, Mhm. mais votre sortie des startups, c'est pas dans 2 ans. Alors, je vais prendre le cas de figure. Nous, notre fonds, c'est un fonds qui est un peu avancé. Donc, pour que ça soit plus simple, je vais prendre le cas de figure d'un fonds qui débute réellement. Hmm. En règle générale, c'est entre 10 et 12 ans la durée de vie d'un fonds Voilà. contractuel. Dans les faits, on prolonge parce qu'il y a souvent certaines lignes qu'on veut garder et on tire, on va voir nos investisseurs pour avoir un petit peu de temps pour les vendre dans de bonnes conditions. Ça, c'est la durée totale. Elle se décompose comment? Elle se décompose en deux phases. Une phase d'investissement de 5 ans, 4 à 5 ans, dans laquelle on fait des investissements, les primo-investissements, on met le premier ticket. Une fois qu'on a fini cette période-là, on ne peut plus faire de nouveaux investissements, en tout cas dans de nouvelles startups. Au sein du véhicule d'investissement, on continue en faisant des refinancements, des follow-on sur la base constituée pendant les 4-5 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'un fonds, une société de gestion, pour continuer d'investir dans de nouvelles startups, il doit lever un nouveau véhicule après 4-5 ans. Et donc, et là, on repart rebolote sur un nouveau vintage de véhicule d'investissement. Donc, tu Ok. as 12 ans globalement, 5 ans dans lesquels tu constitues ton portefeuille et tu refinances, tu commences à refinancer les premières. Puis après, tu as toute une période où tu refinances et surtout, tu vas chercher la liquidité. Tu sors. Du coup, si Ternel, c'est l'évolution de Maïf à venir, vous en êtes à quel véhicule là? Ah, c'est un bon point. Du coup, on n'est pas, c'est pour ça que quand tu disais, si je rentre dans la tambouille, on n'est pas à 2% sur la totalité, puisqu'on a déjà une partie qui est déjà investie, etc. Donc nous, aujourd'hui, on a deux véhicules d'investissement qui sont déjà construits dans les 150 millions d'euros. On en a un qui est en période de désinvestissement, pour lequel Ok. on a une capacité pour suivre à la marge certaines sociétés, mais elles sont plutôt matures, ces boîtes-là. Donc, on commence à préparer l'exit sur ces boîtes-là. Et on a un véhicule, lui, qui est un vintage 2020. Donc, il nous reste encore la fameuse période d'investissement dont je te parlais tout à l'heure. On a encore un peu de temps pour avoir des nouvelles sociétés. C'est ce deuxième véhicule. C'est pour ça que je te parlais d'une levée de fonds en 2025. C'est pour préparer la fin de la période d'investissement de celui qui est en cours d'investissement. Ok. Et ça se prépare dès maintenant, puisque en 2026, si on veut pouvoir continuer d'investir dans de nouvelles boîtes, il nous faut un véhicule d'investissement suivant. Parce qu'à Qu'est-ce qui. partir de 2026, il faudra trouver un autre moyen d'investir dans de nouvelles sociétés. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'arrives pas à déployer tout ton fonds? Ça arrive? Ça t'est déjà arrivé, ça, toi? Moi, ça m'est pas arrivé, ça peut arriver.
Ça peut arriver. En règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on, premier réflexe, c'est d'aller voir les investisseurs qui ont mis de l'argent chez toi en disant, nous, pour telle et telle raison, notamment contexte de marché, on n'a pas voulu faire n'importe quoi. C'est plutôt l'investisseur, normalement, il comprend. Hein. On a été plus patient que les autres parce qu'on considérait que c'était pas la bonne fenêtre de tir. Et donc, on a besoin d'une rallonge de 6 mois, d'un an dans la période d'investissement. Et si c'est bien justifié, ils te l'accordent. Parce que du Permettent coup, de... Oui. cette rallonge-là, ça va leur coûter de l'argent. Ça va leur. Alors, bah, c'est une discussion. C'est un Ah oui, contrat. Donc, oui. tu discutes avec eux, effectivement, sur les termes et conditions à ce moment-là de Est-ce que cette c'est rallonge. ouais, est-ce que c'est toi qui le prends à tes frais, sur les frais de fonctionnement? Est-ce que ouais, En voilà. général, tu ne prends pas complètement à tes frais, mais est-ce que quelles conditions s'appliquent en termes de pourcentage de frais de gestion Ok, sur cette année supplémentaire de période d'investissement? ok, intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est une discussion comme tu peux l'avoir dans une relation contractuelle classique. Mais quoi qu'il arrive, le driver, c'est de dire c'est dans votre intérêt si on n'a pas déployé la totalité des fonds, contexte de marché, etc. Donc, comprenez qu'on a besoin de 6 mois, un an supplémentaire pour déployer en primo-investissement. Et après, normalement, si tu t'es bien débrouillé sur le sizing de ta poche de follow-on, à la fin, tu arrives sur un fonds qui a été appelé à plus de 90-95%. Donc, tu as Ok. mis de l'argent de travail. Parce que après, t'as une obligation, toi, légale, genre ton LPs peut t'attaquer. Alors c'est un peu too much, mais si jamais t'as pas déployé l'argent. Non, tu renvoies l'argent. Tu renvoies Ouais. l'argent. Si vraiment t'as, à un moment donné, il y a, t'as un manque de visibilité sur ta capacité à déployer et que c'est plus pertinent pour toi de prolonger la période d'investissement, il y a aussi la possibilité d'envoyer l'argent. C'est pas un super signal. Ça veut dire que quelque part, tu t'es loupé soit dans le dimensionnement, soit dans ton appréhension du marché, dans ton analyse du marché. Euh, c'est pas toujours un bon signal. Ça peut être perçu comme un bon signal. Vous n'avez pas fait n'importe quoi avec notre argent à un moment donné. Vous n'avez pas poussé le vice jusque investir pour investir. Mais ça demande une explication malgré tout auprès de tes investisseurs. Ah oui, oui, ben, j'imagine, ouais. Parce que du coup, c'est vrai. C'est toujours le pourquoi, le comment, le contexte qui fait la grande différence de ça. Ok. Et t'es puni indirectement, alors sans avoir à leur envoyer l'argent. Déjà, t'es puni dans le sens où tu mets moins d'argent au travail. Donc, euh, Moins de caride. quelque part pour aller chercher, voilà, pour aller chercher de la performance et à multiple, tu vas travailler sur moins d'argent. Donc moins de caride, donc ouais, tu te pénalises. Oui, oui, c'est sûr, ouais. On arrive bientôt à la fin. On a un timing à respecter. Je ne vais pas te le prendre. J'aime bien clôturer ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des remarques aussi, moi j'aime bien que les invités soient un peu piquants, tu vois, me challenge ou quoi. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ton coup de gueule. Il y a un truc, je suis sûr, qui te saoule dans si c'était un punching ball, tu taperais dessus toute la journée. Sur l'investissement, je parle. Que ce soit les LPs, t'es pas obligé de citer des noms. Les autres VC, tu peux citer des noms avec grand plaisir, t'es pas obligé non plus. Je Ouais, plaisante. ouais. Même les entrepreneurs, tu vois. Ou même que ce soit, tu vois, l'État, BPI. Je suis sûr qu'il y a un truc, toi, qui te saoule et que t'aimerais bien qu'il change. Ouais, bah, des coups de gueule. Moi, je trouve qu'effectivement, sur les notions de diversité, la French Tech n'en fait pas assez. Clairement, ça c'est un de mes coups de gueule. Que ce soit les VC, que ce soit les entrepreneurs, faut qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus. On a un univers, un écosystème qui ressemble pas à la France dans sa diversité. Ça, Ça, c'est clair. c'est, c'est mon coup de gueule. Et du coup, ça donne de temps en temps, ça peut donner des comportements qui sont moutonniers. C'est très péjoratif. Je fais partie de ce marché, donc j'aime pas, voilà, essayer de me mettre au-dessus de la mêlée. Je suis dedans, mais voilà, on peut avoir des comportements. Et plus on va aller chercher cette diversité de points de vue, ce bon sens aussi, moins on sera déconnecté de ce qui se passe dans la rue et dans le monde, quoi. Donc c'est nécessaire, ça me semble nécessaire à la pérennité de l'industrie que d'aller chercher des profils divers, que ce soit socialement, culturellement. Voilà, Je suis là. c'est tout, c'est mon coup de gueule. Je partage à 100% ce coup de gueule. Moi, je sais que, tu vois, quand je suis dans cet archétype, tu vois, je suis un homme blanc hétérosexuel, tu vois. Quand je me souviens, on m'a déjà fait cette réflexion quand je levais des fonds, tu vois, que j'étais l'archétype de l'entrepreneur, tu vois, et que
moi, je ne suis pas du tout cette diversité et je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout la réalité du monde qui nous entoure. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit, tu te dis, je veux l'amener dans mon fond, tu vois, dans mes valeurs, mais est-ce que tu l'as inscrit dans ta thèse? Tu as réussi à l'inscrire dans ta thèse d'une certaine manière sur l'impact dont tu parlais tout à l'heure? Ça Ouais, fait alors, partie de ces ouais, critères? ça fait partie des critères. Maintenant, très modestement, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on, qu'il faudra qu'on qu'on amorce réellement à différents niveaux. C'est comme tout, c'est un travail sur le long terme, donc ça tient aussi à des sujets, de faire savoir de manière disparate dans différents types d'écoles que l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat tech, c'est pour une grande partie de la population. En tout cas, il n'y a pas de barrière. Faut essayer de lever ces barrières. Donc ça, c'est la valeur d'exemplarité, de Créer travailler des, là-dessus. créer Créer des des héros, histoires, des histoires. héroïnes. Parce que voilà, aujourd'hui, quand t'es issu d'un quartier défavorisé, que t'as personne autour de toi qui est entrepreneur, etc., faut avoir l'idée, faut prendre le risque d'y aller, de se dire, attends, diriger une start-up, c'est pour moi. Créer une start-up, prendre ce risque-là. Et quand tu réussis tes études, que tu es issu de ce milieu-là, le réflexe classique, c'est de sécuriser et capitaliser sur les bonnes études que tu as faites. Tu vas naturellement te tourner vers des professions qui peuvent être bien rémunérées dans des grands groupes. Tu vas moins entreprendre. Et donc, tu crées pas ce rôle d'exemplarité, ce rôle modèle, même si voilà, c'est des notions qui sont pas toujours justes. Mais voilà, donc il y a un truc à faire au niveau de l'éducation, de créer plus de ponts, plus de liens, plus d'échanges. Et puis après, il y a les VC qui doivent prendre aussi leurs responsabilités et travailler sur leur biais, quoi. Ça va être un boulot de longue haleine. J'aime beaucoup ce coup de gueule. Je te remercie beaucoup, Mohamed, pour toutes ces infos. On a parlé de chiffres, ça a été très détaillé. C'est très apprécié, très appréciable par tous les gens qui nous écoutent. Pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube, sur LinkedIn, partout où il y a. Faudrait que je vérifie sur les plateformes de podcast si j'ai pas de questions. Normalement, j'ai toutes les notifs. En tout cas, s'il y a des questions auxquelles je vous ai pas répondu, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Ça m'étonnerait. Normalement, on fait attention. N'hésitez pas à poser plein de questions à Mohamed. J'irai le chercher pour qu'il y réponde s'il voit pas les notifs. J'irai chercher les réponses. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute. Merci encore, Mohamed, pour ta participation. Et puis, du coup, à la prochaine.